Bonjour madame, bonjour monsieur. Avant de commencer ce deuxième cours en ligne, je voudrais adresser mes remerciements à madame Hammer et à monsieur Lance pour le tutorat de maniement des logiciels et spécialement à madame Hammer pour son aide personnelle sans laquelle ce cours en ligne n'existerait pas. Je voudrais d'abord vous donner quelques précisions sur le déroulement du cours 2020-2021 relatif à la peinture espagnole au siècle d'or. Le présent cours est le second en ligne, mais c'est le quatrième en comptant les deux premiers cours en présentiel. Aujourd'hui se poursuit la présentation d'un aperçu sur les 9 principaux peintres avec la suite de Velázquez, puis Alonso Cano. Au prochain cours, cette première partie de l'introduction s'achèvera avec Murillo et Valdés Leal. Ensuite viendra la seconde partie de l'introduction qui portera sur l'iconographie royale de la Maison des Habsbourg d'Espagne, de Charles Quint à Charles II. C'est dans cette seconde partie que seront présentés les portraits de Philippe IV et sa famille peints par Velázquez. J'envisage aussi de refaire en ligne les deux premiers cours donnés en présentiel. Nous poursuivons donc cet aperçu sur l'art de Velázquez. Nous en étions arrivés aux années peu avant son second voyage en Italie, puisque début mars 1649, Velázquez arrive à nouveau en Italie, où il reste près de 2 ans et demi, bien davantage que ce qui était, semble-t-il, envisagé, puisque le roi Philippe IV lui a fait parvenir plusieurs injonctions de revenir à Madrid. Et pendant ce séjour à Rome, ce second séjour, qui avait un autre but que le premier voyage en Italie, cette fois-ci, il ne s'agissait pas pour Velázquez de parfaire sa formation de peintre, mais de trouver et de ramener en Espagne des antiques ainsi que des tableaux pour les collections royales. Et donc, pendant ce séjour, à l'automne 1650, après avoir été admis en janvier de la même année dans la célèbre Académie des peintres de Saint-Luc à Rome, Velázquez peint le portrait du pape Innocent X. Ce portrait, qui est une œuvre très célèbre et qui a donc été peint sur la demande du pape. Dans ce portrait, Velázquez utilise son impression visuelle initiale pour donner vie sur le tableau à un visage dont la ressemblance est rendue avec réalisme. La vérité et l'humanité du sujet sont pleinement révélées. Au vu de ce portrait, le pape, qui avait un caractère difficile, se serait écrié « trop vrai ». On voit tout de suite que ce qui domine, c'est la gamme des rouges, l'une des couleurs les plus difficiles à manier en peinture, qui est ici très nuancée, et ces accords sont soigneusement étudiés pour créer une parfaite harmonie chromatique. Voyons quelques détails sur ce portrait. Et préalablement à ce portrait, Velázquez avait réalisé une petite étude qui est également conservée, que voici. Donc, il s'agit bien entendu d'un tableau parfaitement préparé après une séance de pause plus ou moins longue. Et ce tableau est aussi un hommage au Titien, ainsi que le relevait dès 1660 un érudit italien que je cite, peint avec la vraie touche vénitienne.
l'autorité du personnage est parfaitement rendue par Velázquez. Et voici maintenant le tableau le plus important, évidemment le plus connu, le plus énigmatique aussi, peint par Velázquez. Velázquez et la famille royale, c'est son titre premier, et qui ensuite est devenu Les Ménines, tableau donc de 1556 sur la fin de la carrière de Velázquez, et qui se trouve à Madrid au Prado, de dimensions assez importantes, ainsi que vous pouvez le voir. Il s'agit d'une représentation de la famille royale dans un environnement privé, un instantané de la vie quotidienne dans une vaste salle du palais, puisque vous pouvez voir sur cette première image que tous les personnages se trouvent dans la moitié inférieure du tableau. Le plafond est élevé, nous sommes manifestement dans une grande salle. Il y a des tableaux que l'on devine à peine qui sont accrochés sur les murs. D'un peu plus près, et nous allons voir maintenant l'ensemble des personnages dans la partie inférieure ou la partie supérieure. Voilà, nous avons ici une vue de la moitié inférieure dans laquelle on peut voir tous les personnages, à commencer par le plus important, qui est l'infante Marguerite au centre, qui est entourée de ses deux Ménines, celle qui est à sa droite et qui se trouve à côté du peintre, et puis l'autre qui se dirige vers elle. Ces deux Ménines, qui sont des demoiselles d'honneur, l'entourent. À droite, pour nous, pour le spectateur, nous avons deux nains, une femme et un enfant, lequel a le pied gauche sur le dos du chien, un peu épisode d'espièglerie. Derrière, à droite, l'écuyer porte l'écuyer qui escorte les demoiselles d'honneur, et à son côté, la religieuse chaperon des demoiselles d'honneur, et à gauche, le peintre devant sa grande toile. Au fond, à droite, le maréchal du palais qui est tourné vers les souverains, attendant leurs ordres. La porte est ouverte. Et au fond, à gauche, et ça c'est un élément essentiel du tableau, le reflet dans un miroir du roi et de la reine. Dans ce tableau énigmatique, Velázquez établit une complicité entre le spectateur et les personnages de la scène. Le peintre et la naine regardent le couple royal qui est situé à notre place, à la place du spectateur. Le couple royal qui se fait portraiturer en pied sur la grande toile vue de dos. Velázquez utilise ainsi le procédé du miroir qui était rendu célèbre par le tableau dit des époux Arnolfini, peint plus de 2 siècles avant, en 1434, par Jan van Eyck. Et 2 ans après la réalisation de ce tableau, je vous le dis tout de suite parce qu'il y a un petit détail sur le tableau qui s'y réfère, Velázquez obtient enfin le brevet de chevalier de l'ordre de Santiago, et il rajoute alors, donc 2 ans après l'avoir peint, en 1658, il rajoute au tableau la croix de Santiago que l'on voit sur son habit. Et nous allons maintenant faire défiler des images plus détaillées pour bien comprendre l'art de Velázquez dans la maturité de sa carrière. Nous voyons ici déjà un peu mieux, notamment le maréchal du palais qui est sur les marches de la porte ouverte, et puis à gauche, le miroir reflétant les bustes du roi et de la reine. Alors, à partir de maintenant, vous pouvez mieux apercevoir le détail
du travail technique de Velázquez, c'est-à-dire celui de ses touches. Et c'est ici que je voudrais citer. Alors d'abord, avant cela, tout de même quelques éléments sur la construction du tableau. Vous voyez dans ces deux schémas, à gauche, que le centre est occupé par l'infante Marguerite, qui est la seule infante royale ici présente. Elle est bien au centre du tableau. Et vous voyez aussi, ça se confirme, que tous les personnages sont dans la moitié inférieure du tableau. Et dans le schéma de droite, vous avez la construction en perspective. Toute la construction en perspective est faite selon un point de fuite situé dans le bas de la porte ouverte où se trouve le maréchal du palais. Et voici maintenant des détails qui vous montrent bien la technique de Velázquez. Et là, je ne peux mieux faire que de citer Monsieur Pérez Sanchez, ancien directeur du musée du Prado et l'un des meilleurs connaisseurs de la peinture baroque espagnole. Je cite, « Les toiles de sa maturité ne sont qu'un chatoiement de petites touches très légères, de frottis sans contour, de taches distantes qui de loin semblent vérité. » C'est vrai que lorsqu'on regarde de près, on ne voit pas de contours bien nets et on voit bien ces petites touches très légères du peintre que nous pouvons admirer sur les détails qui vous sont présentés maintenant des différents personnages. Vous voyez, comme le dit M. Pérez Sanchez, ce sont bien des taches distantes qui de loin semblent vérité. Alors, ceci étant, voici donc ce que Velázquez a voulu faire passer comme message principal au-delà de toutes les interprétations et des discussions sans fin qui ont eu lieu depuis la création de cette œuvre. Regardons à gauche, donc comme si nous étions au-dessus de la scène, nous voyons bien donc les différents personnages qui figuraient sur le tableau. Au fond, le maréchal du palais, le miroir à gauche, et où sont le roi et la reine? Eh bien, ils sont à la place du spectateur, devant le peintre qui les représente sur sa toile que nous ne voyons pas puisqu'elle est de dos. Et nous avons à droite donc la représentation schématique qui nous montre donc comme si nous étions derrière, à la place du maréchal du palais cette fois, donc en sens inverse. Nous sommes à la place du maréchal du palais. Que voyons-nous? Nous voyons de dos les différents personnages qui sont représentés sur le tableau, y compris le peintre à droite, et tout au fond, donc sous un dais, nous voyons le roi et la reine en train d'être portraiturés par Velázquez. Encore quelques vues qui nous montrent d'un peu plus près ce reflet dans le miroir. Et puis c'est à gauche le seul portrait sûr de Velázquez qui a rajouté, donc 2 ans après la réalisation de la toile, qui a rajouté la croix de l'ordre de Santiago dont il était très fier et qu'il a mis beaucoup de temps à obtenir, puisque cette distinction majeure dans l'honneur espagnol était réservée au Grand d'Espagne. C'est dire l'estime dans laquelle le roi tenait son peintre. Une petite anecdote,
à ce sujet, c'est qu'après le retour de son premier voyage en Italie en 1631, eh bien, le roi fait réaliser un atelier dans le palais pour Velázquez et il y prévoit qu'il détient une clé, il y avait deux clés, une pour Velázquez, l'autre pour le roi, et un siège y est en permanence pour que le roi, à sa fantaisie, puisse venir regarder son peintre réaliser ses chefs-d'œuvre. Et donc, voici encore quelques vues de détail. Vous voyez la représentation de près, hein, qui n'est pas très orthodoxe quand elle est de près, de la main du peintre, alors que, vu dans l'ensemble du tableau, c'est absolument magnifique. C'est, encore une fois, très bien exprimé par M. Pérez Sanchez, y compris sa palette. Le maréchal du palais, qui se trouve tout au fond du tableau. Et enfin, le reflet des deux souverains. Voilà. Nous en avons terminé pour Velázquez. Velázquez qui, donc, 2 ans après avoir obtenu son brevet de chevalier de l'ordre de Santiago, quelques années auparavant, d'ailleurs, il avait été nommé intendant général du palais, ce qui était donc pour lui le sommet encore de son ascension. Eh bien, il décède le 6 août 1660. Et maintenant, nous allons nous intéresser à un peintre qui est plus jeune de 2 années par rapport à Velázquez, qui est Alonso Cano, qui a la particularité d'être comme certains grands artistes du Quattrocento italien, qui est l'artiste le plus complet de ce siècle d'or espagnol, puisqu'il est tout à la fois peintre, sculpteur et architecte, qui naît donc en 1601 à Grenade et qui y décédera en 1667, mais dont la vie est beaucoup plus mouvementée que celle de Velázquez. Je vous donne tout d'abord des éléments chronologiques sur Alonso Cano. Donc, il naît à Grenade en 1601. Son père est constructeur de rétables et donc, évidemment, il a toute cette connaissance dans sa première enfance. Et en 1616, il entre comme apprenti dans l'atelier de Francisco Pacheco à Séville, où évidemment il côtoie Velázquez, qui lui est en fin d'apprentissage. En 1626, il obtient sa licence de maître peintre. En 1635-1638, il réalise une de ses œuvres les plus importantes. En architecture, peinture et sculpture, il s'agit de l'ensemble du rétable de Saint Jean l'Évangéliste au couvent de Santa Paula à Séville. En 1636, et là c'est déjà un petit événement qui montre son comportement social, en 1636, le peintre Juan del Castillo verse une caution pour la libération d'Alonso Cano, qui est emprisonné pour dette. Et nous allons voir maintenant un tableau parmi les premiers de sa production, le Christ et la Samaritaine de 1637, puisque à partir de 1638, il va se rendre à Madrid et changer un peu son style. Voici donc ce premier tableau du Christ et de la Samaritaine. Ce tableau est peint pour le réfectoire de la Chartreuse de Santa Maria de las Cuevas à Séville.
C'est une composition équilibrée et austère, avec le puits au centre, ce qui a permis à certains historiens de l'art de le rapprocher de la facture d'Annibal Carràche. Mais il n'y a aucune influence directe de ce peintre. Cano est davantage marqué par le classicisme et son goût pour la tradition du XVIe siècle, surtout vénitienne. Et nous allons comparer, voir quelques détails sur ce tableau. Le Christ et la Samaritaine, vous le savez, je pense presque tous, c'est un épisode évangélique important, puisque dans cet épisode, le Christ explique à la Samaritaine venue chercher de l'eau au puits que lui donne l'eau vive éternelle et que si l'on boit de son eau vive à lui, on n'aura plus soif. C'est évidemment une élévation spirituelle, alors que la Samaritaine est plutôt prosaïque et elle répond que cette eau serait la bienvenue parce que cela lui éviterait de venir tous les jours chercher de l'eau au puits. Voici donc des détails de ce tableau. Donc très équilibré, effectivement, avec un nombre des paysages relativement simplifiés, pas d'autres personnages autour, à la différence de ce qu'on peut voir dans d'autres tableaux, simplement les éléments essentiels, la cruche, la corde pour remonter l'eau et la margelle du puits. Il n'y a pas de geste qui montre le caractère spirituel de la parabole, des explications que donne le Christ à la Samaritaine. Et pour comparaison, donc, deux tableaux. Tout d'abord, celui d'Annibale Carracci ou Carràche, en français, fin du XVIe siècle, donc d'esprit maniériste, que voici. Alors là, on trouve déjà des gestes assez maniéristes du Christ et de la Samaritaine qui se réfèrent aux propos que lui tient le Christ. Et puis, nous voyons les personnages, puisque dans le passage évangélique, il est question du retour des apôtres qui étaient allés chercher du ravitaillement en ville. Donc ici, nous sommes encore dans une période picturale maniériste, la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe, ce qui va être tout différent avec Philippe de Champaigne dans ce tableau de 1648, où alors là, nous sommes dans le style classique français, qui s'oppose un peu par sa sobriété au baroque, tout en ayant évidemment un foisonnement des couleurs, une grande beauté de couleurs, ce qui aussi est une particularité un petit peu de Philippe de Champaigne, qui a été formé à la peinture flamande. Et ici, les gestes du Christ, comme ceux de la Samaritaine, se réfèrent de manière beaucoup plus précise aux propos que je vous indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire que le Christ, eh bien, de sa main droite, indique le ciel, il part donc de son eau vive à lui, de l'eau vive spirituelle, et puis, tandis que la Samaritaine, évidemment, se réfère d'une part à la terre, et puis elle met sa main droite sur sa poitrine parce qu'elle reconnaît que le Christ, par un propos, a deviné sa vie qui était un peu une vie de patachon, puisqu'elle en était à son 5e mari, plus un nouveau compagnon. Mais ceci étant, il s'agit d'un très beau tableau de Philippe de Champaigne, tout à fait caractéristique du style classique français, avec évidemment un paysage très développé, ce qui, je vous l'ai déjà dit, est assez rare en Espagne. Nous revenons, bien entendu, à Cano, avec une autre toile, alors qui celle-ci est déjà postérieure à la période de 1637 et avant, puisque en 1638, Cano part pour Madrid comme peintre et aide de camp du comte-duc Olivares,
c'est-à-dire le Premier ministre de Philippe IV, qui ne gouvernait pas lui-même. Alors, ce tableau, donc, vers 1645, mais avant de regarder ce tableau, je vous fais part d'un autre épisode qui n'est pas pictural, mais assez caractéristique de la vie mouvementée de Cano. En 1644, la seconde épouse de Cano est assassinée par un ouvrier qui n'a pas été retrouvé. Impliqué dans le procès, Alonso Cano est disculpé. Mais revenons à son œuvre, c'est elle qui, évidemment, nous intéresse au premier chef. Ce tableau de Saint Jean l'Évangéliste à Patmos, 1645. Nous le voyons, c'est un thème qui est assez souvent repris par les peintres espagnols, parce que, nous le savons, ils s'intéressent beaucoup à l'Immaculée Conception, mais aussi à toute la vie de la Vierge, et également à ce chapitre 12 de l'Apocalypse qui relate le combat entre l'ange Saint-Michel et le dragon, mais également avec la présence de la femme et le dragon qui veut tuer l'enfant que celle-ci attend à sa naissance. Alors, Saint Velázquez a également peint ce thème. Ici, donc, Saint Jean, nous le voyons, écoute la voix céleste et regarde sa vision de la femme qui est emportée par, je cite, les deux ailes du grand aigle, ainsi que du dragon aux 7 têtes, qui sont donc ces deux protagonistes du chapitre 12 de l'Apocalypse, qui est au centre de cet écrit assez mystérieux. Et il écrit donc cette vision. Alors, il écrit d'une manière qui fait que le peintre a représenté le mouvement du corps opposé à celui de la tête, opposé à celui de la tête, donc c'est le contrapposto. Il écrit donc tout en regardant la vision, et vous voyez aussi que la construction du tableau se fait en diagonale du rocher et du corps, ainsi que du vêtement jusqu'aux pieds, avec une opposition entre la clarté du ciel et la pénombre de la terre. Ce type de composition, eh bien, ressemble à la composition d'une œuvre de Ribera en 1641 sur un sujet différent, mais d'abord regardons plus en détail. Nous voyons ici peint en tout petit, mais nous le voyons quand même, le dragon aux 7 têtes et la femme qui est donc emportée par les deux ailes du grand aigle pour échapper à la folie meurtrière du dragon. Quelques détails qui nous permettent d'admirer tout de même le travail sur les plis de ce mauve pourpre de Cano, qui encore une fois est très, très sensible. C'est presque un homme du XVIe siècle. Il aime particulièrement la peinture du début du XVIe siècle, avec une prédilection pour les couleurs et la peinture et le style vénitien. Alors maintenant, un autre tableau. J'ai oublié d'insérer le tableau de Ribera qui lui ressemble, mais tant pis. Voyons un autre tableau maintenant de Alonso Cano, La Vierge, qui est un tableau recoupé, donc qui est aujourd'hui assez petit, 1646, et puis 48 cm sur 42 seulement. Alors, tel que vous la voyez, vous pourriez considérer qu'il s'agit simplement d'un portrait d'une femme, de la Vierge, mais déjà, le regard baissé
nous indique qu'il s'agit peut-être d'un fragment d'un tableau plus grand qui était une Vierge à l'enfant. Et maintenant, les conservateurs et les spécialistes en sont absolument certains. Et donc, ce tableau a été découpé pour des raisons inconnues afin de ne conserver que le portrait de la Vierge. La composition d'ensemble reprend celle d'un dessin d'Albert Dürer, d'Albrecht Dürer. Mais ici, le style n'est pas influencé par la peinture allemande, mais par la peinture italienne du début du XVIe siècle, avec spécialement l'art vénitien, mais aussi celui de Corrège. Donc, nous regardons un petit peu en détail ce tableau recoupé de canaux, parce que le visage de la Vierge y est très beau. Alors maintenant, nous comparons à un tableau de Corrège qui, lui, est donc un tableau entier, Vierge à l'enfant et le petit Saint-Jean, que voici. Donc là, nous revoyons le regard baissé de la Vierge vers l'enfant, et donc c'est un tableau qui est évidemment plus ancien, puisque le Corrège, c'est la première moitié du XVIe siècle. Le tableau est daté de 1515-1519, et ça nous permet de nous rendre compte, voilà, si on avait découpé ce tableau de Corrège, eh bien, on aurait ceci, et l'on voit effectivement la Vierge, le regard penché, eh bien, vers l'enfant. Il y a malheureusement un certain nombre de tableaux qui, comme cela, il y en a notamment au Louvre, qui ont été découpés de sorte qu'il ne reste souvent qu'une partie du tableau. Autre tableau de Alonso Cano, ce tableau sur un sujet bien connu en peinture, Nolime tangere, ne me retiens pas, 1646-1652, que voici. L'épisode évangélique se situe juste après la résurrection du Christ, au jour de la résurrection, et Marie-Madeleine, qui est venue au tombeau pour l'embaumer, eh bien, constate que le tombeau est vide, et elle cherche aux alentours du tombeau le Christ. Elle ne le voit pas, elle voit simplement quelqu'un qu'elle prend pour le jardinier. Elle l'interpelle, et à ce moment-là, le Christ se fait reconnaître. Elle s'approche de lui voulant le toucher. Eh bien, le Christ, comme vous le voyez sur le tableau, d'un geste, lui répond « Ne me retiens pas, je ne suis pas encore remonté vers mon Père ». Et ce thème très fréquent en peinture, nous l'avons ici avec une composition qui s'inspire, vous allez voir, beaucoup d'une toile sur le même sujet, peinte vers 1520 par le Corrège, et arrivée à Madrid, la toile de comparaison, la voilà. Donc ça, c'est le tableau du Corrège qui est arrivé à Madrid entre 1646 et 1652, bien qu'il ait été peint vers 1520, puisqu'il avait été offert un siècle après comme cadeau par le vice-roi de Naples à son souverain Philippe IV. Donc nous revenons au tableau de Cano. Vous voyez que le paysage n'est pas très développé. Vous constatez aussi que le travail du peintre a été spécialement réussi sur le torse du Christ, et nous venons maintenant au tableau de comparaison où nous voyons déjà que les gestes des protagonistes, du Christ et de la Madeleine, sont bien différents. Nous sommes ici dans une période maniériste, donc où les gestes sont exagérés, mais le Christ, de sa main droite, montre le ciel pour justement
illustrer son propos. Ne me retiens pas, je ne suis pas encore monté vers le Père. Et de même, les gestes pathétiques de la Madeleine sont tout à fait maniéristes. Le paysage est assez développé. Maintenant, nous voyons les deux tableaux en comparaison et pouvons mieux observer les différences. Observer les différences. Ici, le peintre insiste davantage sur le fait que le Christ dit « ne me retiens pas », en quelque sorte physiquement, il l'empêche de s'approcher. En revanche, sa main droite n'est pas dirigée vers le ciel, mais il a un bâton de marche, c'est presque un pèlerin. Autre aussi observation de différence, c'est que les stigmates de la Passion du Christ sont présents sur le tableau de Cano, alors qu'ils ne le sont pas sur celui de Corrège. Alors là, pour ce qui concerne Cano, c'était une obligation. L'Inquisition, le Veille d'or, c'était en espèce Pacheco à Séville, le Veille d'or veillait absolument à ce que soient respectés les canons de l'iconographie. Et évidemment, au jour de la résurrection, le Christ est ressuscité avec les stigmates de sa passion, ainsi que cela est relaté dans le passage de l'évangile de saint Thomas. Et vous voyez qu'en différence aussi, le paysage est très peu développé, effectivement, chez Cano. La texture des vêtements est aussi très différente. Voilà, le travail très bien fait de Cano sur le torse du Christ. Et aussi l'attitude de la Madeleine. Le parallèle des deux mains, la main qui retient et la main qui veut approcher. Alors, tableau suivant de la période 1653-1657. Cela nécessite que je vous donne quelques précisions chronologiques. En 1651, le roi Philippe IV nomme Cano prébendier de la cathédrale de Grenade sur la promesse de rentrer dans les ordres. Alors, nous ne savons pas exactement les circonstances qui entourent cela, mais ceci est important parce que cela va entraîner le retour de Cano à Grenade, puisqu'il est né à Grenade, il est allé à Séville, il est allé à Madrid, et il revient à partir de 1652 à Grenade, où il s'installe et il commence deux types d'œuvres. D'une part, un cycle de 7 tableaux de la vie de la Vierge pour le chœur de la cathédrale de Grenade et que tous les visiteurs peuvent encore admirer aujourd'hui. Et puis d'autre part, durant la période presque identique, 1653-1657, il réalise 16 peintures et 5 statues pour le couvent du Saint-Ange gardien de Grenade. Et c'est ce que nous allons voir maintenant, puisque il y a plusieurs tableaux dans ce cycle, il y en avait 8 donc, et il n'en reste que 3, dont celle-ci. Les 3 tableaux, d'ailleurs, se trouvent au musée Castres, au musée Goya à Castres, pour le couvent franciscain du Saint-Ange gardien à Grenade. Cette visitation est fondée sur une composition qui est elle-même conditionnée par la hauteur à laquelle était située la peinture. Elle était relativement hauteur, ce qui fait que le peintre l'a présentée avec les deux protagonistes que sont évidemment la Vierge et sa cousine Élisabeth, qui sont présentés au premier plan de manière monumentale. Les figures donc de la Vierge
et d'Élisabeth. Élisabeth s'incline légèrement, c'est donc l'esquisse d'une révérence devant celle qui porte le Christ en son sein. Et la perspective ici est bien marquée par la porte d'entrée et surtout le mur de la maison qui prolonge cette entrée. Les deux autres personnages, Zacharie et puis Joseph, sont évidemment en retrait et présentés de manière un petit peu en pénombre, surtout pour Joseph qui tient son bâton à gauche. Donc la jeune Marie qui donc embrasse sa vieille cousine Élisabeth qui porte le voile, puisque étant une femme plus âgée, ça fait partie des conventions vestimentaires. Alors maintenant, une sculpture, tout de même, puisque Alonso Cano est non seulement peintre, mais également sculpteur et architecte, je voulais vous présenter une œuvre de chaque nature artistique. Et ici, donc, l'Ange gardien, sculpture en marbre, qui se trouve, elle aussi, au couvent de l'Ange gardien à Grenade, couvent franciscain du Saint-Ange gardien à Grenade. Alors, le sculpteur, l'Ange gardien, est le petit enfant qui est son protégé, puisque, selon la doctrine catholique, chaque personne a un ange gardien. Le sculpteur a conçu une composition qui est à la fois dynamique et fermée. Fermée parce qu'elle enveloppe l'ange et le corps de l'enfant, dynamique parce que l'ange gardien ainsi que l'enfant sont en marche. Vous le voyez, l'enfant se cramponne à la cuisse de l'ange, recherchant la protection en quelque sorte maternelle devant le péril menaçant du chemin de la vie sur terre où se concentre son regard, ce chemin qu'ils empruntent tous les deux. Le regard de l'enfant est concentré sur le chemin. Le regard de l'ange est concentré sur le petit enfant. Et voyons quelques détails de cette sculpture en marbre qui subsiste donc dans ce couvent toujours de nos jours. Et enfin, une œuvre architecturale, puisque la façade, la grande façade de la cathédrale de Grenade a été réalisée à partir de 1667 par Alonso Cano. Cette façade rappelle la victoire de la foi chrétienne sur les infidèles en s'inspirant, n'oublions pas que nous sommes à Grenade et que la reconquête n'est pas loin dans l'histoire et elle est très importante dans l'histoire espagnole. Elle s'inspire, cette façade, des arcs de triomphe romains à triple passage. Selon les plans de Cano, cette façade devait être encadrée par deux tours. Celle de gauche que vous ne voyez pas est restée inachevée et celle de droite n'a jamais été construite. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui puisque je voulais m'arrêter après ce peintre. Et la prochaine fois, donc, je m'attacherai aux deux derniers peintres
qui sont parmi les 9 plus importants du siècle d'or espagnol, Murillo et Valdés-Leal, après quoi, mais dans une séance suivante, eh bien, j'aborderai assez longuement l'iconographie royale de la maison des Habsbourg d'Espagne. Je vous remercie.